L'humanité célèbre ce 3 mai la journée de la liberté de la presse. Cette édition 2025 est portée sur informer dans un monde nouveau, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse, la liberté des médias. C'est un sujet qui a fait l'objet du décryptage au cours de ce plateau spécial. Plateau spécial où nous recevons M. Joachim Banza. Il est haut conseiller au Conseil supérieur de la liberté de communication, président de la commission en charge des questions juridiques et déontologiques. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau justement pour parler de cette thématique. Mais tant qu'à faire, c'est la fête des journalistes aujourd'hui. Un autre invité, aussi un expert, c'est bien Monsieur Luc Msindi-Bazi, qui est promoteur du salon Osiane, en même temps conseiller du Premier ministre sur des questions numériques, de télécom. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir, surtout qu'il s'agit d'une question cruciale, l'intelligence artificielle, avec quel effet, notamment sur la liberté de la presse. Effectivement. Un sujet qui touche particulièrement ce secteur d'activité, dans la façon de créer l'information, la transmettre, la diffuser et même la consommer avec tous ces outils modernes, nouveaux. Ce sera l'objet de la discussion et je suis très fier d'être là. Merci beaucoup. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, l'évolution technologique impacte positivement tout comme négativement sur le métier des journalistes. Et cette thématique que nous avons présentée nous permet justement de parler de comment les journalistes doivent s'y prendre à l'ère notamment de l'intelligence artificielle. Alors, Monsieur Joachim Banza, journalisme et l'IA ou encore journalisme et intelligence artificielle, comment vous percevez ces deux concepts? Bon, on peut poser la problématique aujourd'hui, mais je pense que c'est une évolution professionnelle qui a commencé depuis longtemps. On va me dire peut-être depuis les années 60. Les métiers se pratiquent de plus en plus à l'aide des outils que sont les ordinateurs. Et dans les ordinateurs, il y a des applications. Donc, dans chaque métier, il y a des applications pour pouvoir nous aider à faire nos activités, à exercer nos professions. Quand je suis arrivé dans le métier au début des années 80, à la rédaction de la Semaine africaine, le plus vieux journal de la place, mais à la rédaction, on avait des dictionnaires. Donc, il y avait un dictionnaire, le dictionnaire des mots, il y avait le dictionnaire des locutions, il y avait même le dictionnaire des noms propres, il y avait le dictionnaire de langue, anglais, français surtout, parce qu'il y avait parfois des termes anglicistes, donc il fallait parfois aller chercher à avoir la compréhension. Donc, on travaillait comme ça là. Il y avait pas d'ordinateur. Moi, quand je suis arrivé, tout au début, il y avait des machines qu'on appelait des composphères pour composer les textes de façon à faire la mise en page du journal. Donc, on travaillait comme ça là. Et donc, quand on rédigeait un papier, chaque fois que tu butes sur un mot, il faut aller regarder le dictionnaire. Que tu veux utiliser une expression, une locution, il faut aller regarder le dictionnaire pour bien l'utiliser. Parce qu'on est en presse écrite. La presse écrite exige, enfin, tous les médias, mais surtout la presse écrite exige vraiment la précision de la langue. Donc, c'était ça. Et donc, sous nos yeux, on voit arriver les ordinateurs. Donc, au début des années 90, on nous installe les ordinateurs. Maintenant, il fallait travailler avec les ordinateurs. Avant, il n'y avait pas les logiciels d'assistance grammaticale, orthographique et tout. On saisissait les textes comme sur une machine à dactylographie, sur lesquels on travaillait d'ailleurs avant. Et puis, ils sont arrivés les logiciels avec l'environnement Microsoft, les différentes versions, sont arrivés les logiciels de dictionnaire, d'assistance orthographique. Donc, quand vous écrivez mal un mot, le texte, le mot est souligné et tout de suite, il faut, voilà. Donc, on commençait à aller plus vite. Et aujourd'hui, vous parlez d'intelligence artificielle, qui vous permet même de générer du texte. C'est-à-dire que vous ne rédigez même plus, mais vous pouvez générer votre texte. Je crois que le conseiller ça vient profondément bouleverser les habitudes. Mais bouleverser, mais toujours dans cette continuité du progrès des sciences
la science au service de l'homme. La science au service de l'homme. Vous savez, dans les années 50, vous visitez une usine de construction automobile, mais c'était des ouvriers dans l'usine, c'était des grappes d'ouvriers. Hein. Et après, il y a eu la robotisation. Là où on avait besoin de 20 ouvriers, mais il n'y avait plus qu'une personne. C'était juste pour surveiller les robots si quelque chose coince. Voyez-vous, et donc 20 au chômage. Et donc, ça a impacté. Donc, c'est le progrès de la science. Aujourd'hui, nous sommes impactés dans notre métier par l'évolution, le développement de l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle générative qui maintenant nous permet de sortir des graphiques, des dessins, des images, de la musique sans qu'on ait plus besoin d'aller, par exemple, pour la musique, solliciter un orchestre du coin. Okay. Vous-même, vous pouvez créer votre musique et faire accompagner votre vidéo. On reviendra là pour que vous essayiez un peu de nous présenter de fond en comble un peu ce lien qu'il y a aujourd'hui entre le journalisme et l'intelligence artificielle. Mais justement, Monsieur Luc Msindi-Bazi, puisque vous êtes à fond dans le secteur numérique, on parle de l'intelligence artificielle en lien avec le journalisme. Dites-nous d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle, d'après votre entendement? Bon, la question est tellement précise, je vais y répondre le plus simplement possible. C'est simplement l'automatisation des tâches humaines, en fait. D'autres vont vous dire que c'est comment on remplace l'homme par la machine. Jusqu'où la machine peut faire ce que l'homme fait. C'est ça, en fait, on automatise tout, on stocke tout en masse. Et il faut rappeler que l'intelligence artificielle n'invente pas les mots, n'invente pas tout ce qu'elle fait. C'est une lecture rapide de tout ce qu'elle a encaissé dans toutes les data que nous avons créées pendant toutes ces années, hein, grâce au numérique. Et c'est comment aujourd'hui elle apprend grâce à des algorithmes qui sont assez perfectionnés, qui ne sont pas les algorithmes qu'on utilisait à l'époque, Pascal, la série C et compagnie, bien perfectionnés, qui s'exécutent sur à travers des machines aussi bien puissantes, des calculateurs qui sont capables de faire des milliards de calculs en un instant de temps, à un temps très court. Et donc en fait, c'est comment on automatise l'action humaine, ce que nous faisons au quotidien, et on appelle ça de l'apprentissage, et répéter. Et la machine, en fait, elle est programmée pour le faire en masse, rapidement, et c'est ce qui est très important. Donc en fait, la vraie question sur l'intelligence artificielle qu'il faut d'abord se poser, c'est jusqu'où elle va atteindre les limites de l'homme. Ça, c'est la vraie principale question qui pose la problématique de l'éthique. Le deuxième point qui est super important, c'est aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle est complémentaire à l'action humaine ou elle vient remplacer l'action humaine? D'où la question que parfois qu'on pose sur les emplois qui sont menacés ou pas. Concernant le journalisme, qui est le corps de médias, vous savez, c'est un domaine que j'apprécie beaucoup puisque il regroupe plusieurs métiers. Il y a comment on crée l'information, comment on la diffuse, comment on la reçoit même, comment on la traite. Et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que une intelligence artificielle peut automatiser toutes ces actions répétitives de votre métier? Et quand on regarde de près, oui, mais pas totalement oui, puisqu'il y a des métiers, par exemple, le montage, par exemple, quand on fait un montage, on a aujourd'hui des outils assez puissants qui sont capables de faire un montage en un temps record. Ce qui va manquer, en tout cas, c'est pour dire d'abord que ces deux domaines, l'intelligence artificielle qui est le progrès, l'a dit tout à l'heure le haut conseiller, c'est un progrès significatif de la technologie. C'est tout ce que nous avons créé avec tout ce temps, l'amélioration des équipements physiques, les processeurs, les calculateurs, tout ce qui est aussi masse de données structurées, parce que ça pose un problème de la donnée structurée. Et aujourd'hui, le domaine de l'information détient déjà ces informations. Maintenant, est-ce que donc ils sont très liés, les deux domaines sont super liés. La question aussi, comment aujourd'hui on utilise dans le secteur comment les journalistes utilisent l'IA pour vérifier l'information, pour vérifier... C'est certainement les questions que vous allez donner des réponses sur ce plateau. Oui. Déjà, quand on parle du journalisme et de l'intelligence artificielle, on se rend compte que tout de suite, c'est l'automatisation de ce métier. Pas tout le métier, c'est comment... Alors, faut faire attention, on peut pas... Je prenais l'exemple tout à l'heure, je le reprends parce que je trouve ça très intéressant. Vous pouvez... on vous donne un match à commenter,
reporter de match, hein, qui est sur les tribunes, on aime tous le foot, et on vous dit il y a 90 minutes. Et les 90 minutes, bon, peut-être il y aura un temps additionnel de 5 minutes. La machine ne va jamais anticiper la durée, le temps additionnel, par exemple. La machine ne va pas vous faire vivre l'émotion du match. Donc la machine pourra tout automatiser, un joueur qui a dribblé, un truc, on pourra tout faire. La VAR, vous la voyez, c'est de l'automate, c'est déjà un peu plus ou moins l'intelligence artificielle. Mais ce qui manque et que le journaliste peut apporter, c'est l'émotion. C'est ce que la machine ne sait pas faire. Elle peut tout créer des belles images, générer de la voix, générer des textes. Tout ça, l'IA peut faire. Mais l'IA ne saura jamais faire ce que l'homme fait grâce à ses sens. Et c'est la limite en fait et que c'est non seulement c'est la limite, mais c'est là où il y a le raisonnement du journaliste est nécessaire pour l'information. Après, c'est quand on gère une information, on ne dit pas seulement les faits. Je suis pas journaliste, vous allez me corriger, mais on partage le vécu de ce qu'on dit. Il y a une analyse et ça, je pense que l'automatisation n'y est pas encore, peut-être dans quelques années, mais je pense qu'aujourd'hui, l'IA, faut bien la comprendre. Elle est soit complémentaire, soit qu'elle remplace, mais pas encore en mode remplacement pour les journalistes. Monsieur le conseiller, vous êtes le régulateur sur ce plateau. Est-ce qu'il y a une sorte de crainte qui est nourrie avec cette montée exponentielle de la technologie? On parle d'intelligence artificielle sur ce plateau, notamment sur le volet liberté de la presse. Il y a des craintes. Il y a des craintes. Mais je voulais juste compléter, c'était la question que vous avez posée au conseiller. Pour dire cette évolution, en fait, hier, effectivement, c'était on stockait les données et tout. Bon, les algorithmes permettaient de pouvoir les restituer suivant un peu nos demandes. Hein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que ça tend un peu à aller vers le raisonnement. C'est comme si la machine raisonne comme l'humain. Hein, monsieur le conseiller? Voilà, c'est ça. C'est ça qui est de plus en plus, vraiment, qui est une évolution foudroyante, impressionnante. C'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où on voit, par exemple, un joueur jouer au tennis de table avec un robot. Avec un robot. Donc, le robot sait que la balle est allée de ce côté, qu'il va dribbler son adversaire comme ça. Il y a un raisonnement, comme l'humain raisonne. Voyez-vous? Et donc, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est ce mouvement-là vers un peu la copie du raisonnement humain. Hier, on stockait seulement les données et tout, comme quand on a créé la première machine à calculer. Il paraît que c'était une grosse machine, hein, la calculatrice. Okay. L'histoire de la première calculatrice, on stockait seulement les données. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'au bout de nos téléphones, qu'on met dans la poche, c'est bourré d'intelligence. C'est donc un avantage. Donc avec des applications, prenons l'application qui est maintenant de plus en plus connue, c'est pas pour en faire la publicité, ChatGPT. Mais vous sortez votre texte. Vous sortez votre texte. Vous n'avez pas rédigé, mais vous avez votre texte, vous l'avez généré. Vous générez du contenu. Voilà. Mais avec quel effet? Ben justement, c'est ça, et c'est ça pour rebondir à la question que vous avez posée concernant les craintes. Effectivement, les craintes, c'est le mauvais usage. La crainte, c'est que ça tombe entre les mains qui maintenant vont s'en servir ou s'en servent pour aller dans la désinformation, inventer des choses qui n'ont pas existé, et ainsi de suite. Voyez-vous, c'est ça la crainte. Bon, il y a l'autre crainte, c'est que ça annihile un peu, le conseiller en a parlé, c'est-à-dire que l'homme crée et on reconnaît sa création. Hein? Vous êtes auteur d'un texte, hein, et on sait que bon, vous avez publié tel bouquin, c'est vous, et que si quelqu'un demain veut reprendre votre idée, vous avez droit, comme on dit, il y a les droits d'auteur. Or, avec ces logiciels-là, il y a même plus de droits d'auteur. Voyez-vous, ils ont des algorithmes tels que vous demandez, faites-moi un texte, un texte sur le mariage. Puis lui, il va lire avec une rapidité extraordinaire et tout pour vous restituer un texte sur le mariage. Voyez-vous. Et donc, mais ça paraît voter alors qu'il est allé copier, lire dans d'autres trucs, dans ce qu'on lui a mis et tout, et il vous génère un texte comme ça là. Et donc, la notion de droit d'auteur
risque d'être menacé, va même tomber. Et ainsi de suite, vous pouvez générer votre musique. On va dire, les artistes aujourd'hui vont nous servir à quoi? Puisque maintenant la voix, les instruments et tout, vous mettez et vous avez votre musique sans avoir eu besoin d'aller appeler un orchestre pour vous créer des jingles, des musiques de repos. Non, vous-même vous créez. Et donc c'est un peu ça, on va dire, mais finalement le droit à créer, n'aura plus de sens, puisque ça sera difficile de reconnaître de reconnaître le droit d'auteur. Et dans notre métier, voyez-vous, si vous avez des gens comme cela, il y a des gens qui n'auront pas fait journalisme et tout, et qui pourront du jour au lendemain être des journalistes parce que capables de générer des reportages. Est-ce que ce contenu généré, sans pour autant qu'en réalité le journaliste, ici on parle d'un journaliste, le journaliste aille vraiment à la quête de l'information, voilà, à la collecte de l'information pour vous représente un danger. Est-ce que c'est pas un atout pour le journaliste? Ici on lui présente une manne, on va dire ainsi, pour que lui use et il fasse mieux son boulot. Bon, la désinformation, manipulation n'est pas née avec l'IA. Ce sont des pratiques qui existaient toujours, qui existent encore, et simplement c'est un monde que j'aime qualifier de dual. Il y a le bien et le mal, comme dans la vie de tous les jours. Alors, on parle beaucoup de cybersécurité parce que effectivement ceux qui ont fait les premiers logiciels se sont vus, pendant qu'on les faisait, il y en a d'autres qui les faisaient, qui étaient des logiciels malveillants. L'IA aujourd'hui a beaucoup d'atouts. Et moi je pense propose beaucoup d'atouts pour les journalistes, même pour le traitement de l'information, pour même on va dire améliorer l'information, le contenu de l'information, puisqu'elle peut être rapidement vérifiée avec des logiciels qui existent, des applis qui existent. Elle peut être même critiquée. Comme je vous ai dit, ce que propose ce qu'on appelle les IA conversationnelles, c'est souvent des répétitions de ce qu'elle a trouvé sur le web. Bon, quand on trouve sur le web des informations, on donne ce qu'on lit, ce qu'on fait. Donc la création, pour rassurer le haut conseiller, c'est que vous savez que moi je pense que il faut être plus performant. Oui. L'IA nous challenge un peu de dire bon, comment je vais sortir ce que la machine n'a jamais connu en fait. Et ça pousse l'homme à devenir encore meilleur que ce qu'il a été. Parce que c'est le challenge que nous avons. Comment on va innover dans un domaine où quasiment tout est automatisé. Et ça, c'est le problème que nous avons, le challenge que nous avons. D'ailleurs, c'est pour ça que nous accompagnons les startups à pouvoir rencontrer ces mondes totalement développés. Maintenant, pour vous dire, pour répondre aussi aux atouts de l'IA, l'IA aujourd'hui permet à crédibiliser le métier de journalisme. Parce que un texte que vous allez générer par une application, par une IA, va vous reprendre parfois des termes génériques. Et on sait détecter aujourd'hui les textes qui sont générés par l'IA. Quand vous le lisez, vous sentez que ça, c'est généré par l'IA. Parce que c'est des choses quasiment automatisées. Par contre, là, il peut y avoir un problème. Mais par exemple, sur le montage, je suis sur le terrain, je dois faire une émission, monter, le JT passe dans 5-10 minutes. J'ai besoin de rapidité, j'ai besoin de gérer un flux important. J'ai besoin de gérer une information massive qui tombe de partout. Je vous donne juste un exemple. Le jour qu'on a dit que le pape est décédé, beaucoup de gens n'ont pas cru. Alors hier, on l'a vu avec le vice-président de tel pays. Comment se fait-il? Non, ça c'est, on va dire, qualité fake news. Mais il faut avoir des outils pour pouvoir qualifier l'information. Mais au-delà de la qualification de l'information, il y a aussi on va dire, la référence de celui qui donne l'information. Il y a des chaînes aujourd'hui, elles vous donnent une information, elle est crédible, cette information. La crédibilité ne vient pas seulement de la compétence et de l'éthique, mais c'est aussi d'un bon usage de ces outils. Si je sais dire qu'aujourd'hui, j'ai une direction technique IA qui sait interpréter des solutions IA, qui sait lire parce qu'on parle en fait de beaucoup de serveurs dans le monde qui se parlent, qui communiquent. Si j'ai les outils pour aller détecter la bonne information, pour aller détecter les sources, pour aller détecter l'identité de celui qui la donne, là, je suis un peu en sécurité. Je mets pas en danger, je crée pas, discrédite pas mon rôle de journaliste. Mais ça, c'est aussi réglé par des solutions IA. Donc, il y a le pour et le contre. Il faut aujourd'hui faire bon usage de ces outils. Et surtout, je rejoins ce que dit le conseiller, de pouvoir appuyer la problématique de l'éthique, pouvoir avoir une éthique, une déontologie respectée correctement. Si vous n'êtes pas habitué à aller faire du plagiat, vous n'allez pas aller chercher, copier ce qu'il y a sur l'IA. Par contre, ça aide beaucoup. Ça aide dans beaucoup de domaines et c'est fait pour ça.
J'aimerais rebondir puisque vous montrez qu'à travers l'IA, on peut procéder également au fact-checking, la vérification des informations. Alors, à quel moment le journaliste ne tombe pas dans le plagiat? À quel moment? Bah, le plagiat, c'est simple. Hein. Je sais que cette source-là, j'ai connu les sources, je sais ce que l'auteur a dit, je prends et je reproduis et j'améliore quelques phrases et tout. Mais aujourd'hui, il y a des comparateurs de textes qui vont vous dire, et d'ailleurs, il y a même des solutions IA, j'ai juste oublié cette IA, qui va vous dire, voilà, le texte que vous avez pris, telle phrase a été produite par tel auteur à telle année et que vous donne les références. Mais aujourd'hui, le problème, peut-être que j'ai changé votre question, mais la vraie question, c'est comment on produit ces textes-là? Pourquoi aujourd'hui on arrive à ne pas, disait le commissaire sur la problématique le haut conseiller sur la problématique de la création, hein, de la protection de la création, de l'intelligence et tout. Ben, aujourd'hui, parce que quand on crée au même moment on crée dans le monde physique nos livres, on met des références, on met des indices, on met tout ça. Dans le monde virtuel, il faut faire la même chose. Quand je crée une image, j'ai des trames qu'on appelle parfois dans les entreprises des workflows qu'il faut que je puisse identifier pour que quel que soit l'usage qu'on va en faire par n'importe quel personne, utilisateur, il ait l'information que ce produit, il a été conçu par un tel, voilà. Et vous avez même jusqu'à aller dire qui l'a modifié. Et donc, ça veut dire que dans nos systèmes virtuels, il faut on arrive à identifier les gens. Et identifier les gens dans le monde virtuel, c'est à travers des adresses IP, c'est à travers les opérateurs. Aujourd'hui, on peut vous dire, avec votre téléphone, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Donc, il y a une structuration de la donnée. En gros, l'information doit être structurée pour qu'elle soit mieux rendue, mieux contrôlée et qu'elle soit aussi vérifiée quand on la produit. Maintenant, il y a l'information au moment qu'on la vit, qu'on la donne, l'instantanéité de l'information, que je prenais tout à l'heure l'exemple du match de football. L'IA ne peut pas anticiper un but. Elle va peut-être prédire un but par rapport au joueur, elle va avoir une cote par rapport à l'emplacement, je suis à la surface de réparation, par rapport au gardien qui est là. Il va calculer tout ça pour dire, là, il y aura un but. Mais en fait, l'IA ne peut pas anticiper que il y a à ce moment-là un poteau qu'on a touché, il y a à ce moment-là un joueur qui s'est fait mal, qui est tombé. Ça, c'est le journaliste qui va le faire, qui va traduire cette émotion. Et puis, jusqu'où l'intelligence machine va arriver par rapport à l'intelligence homme, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle peut faire plusieurs fois, là je l'utilise avec des mots simples, plusieurs fois ce que l'homme fait, aujourd'hui, en nombre important, et aussi en mobilité. Ce sont ces trois critères qui font aujourd'hui la différence. Ah bon, après, je le dis simplement, la rapidité, la masse de l'information et la mobilité. C'est ce qui rend puissant la machine. Maintenant, l'émotion n'est pas encore. Après, on se rend compte que c'est toute une révolution qui est à notre portée et on sait pertinemment que dans l'environnement congolais, surtout quand on parle du Conseil supérieur de la liberté de communication, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que finalement le tout soit encadré. Oui, effectivement, c'est des questions d'éthique, de déontologie et donc de formation pour que justement ces évolutions scientifiques soient au service de la société, du progrès, de notre progrès, ainsi de suite. Il faut pas que ça soit entre les mains des gens qui jouent au malin pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, la formation à l'éthique pour que le journaliste lui-même puisse savoir utiliser ces applications-là qui lui permettent d'aller vite, qui lui permettent de vite avoir son texte et tout. Il peut générer un texte et puis le reprendre, refaire, l'adapter vraiment au reportage au reportage, au lieu du reportage où il a été. Voyez-vous, mais ne pas se contenter de pouvoir générer et puis avec des à peu près ou peut-être même des choses invraisemblables. Donc c'est cela. Et ça, c'est la conscience professionnelle. Effectivement. C'est la conscience professionnelle. Et la conscience professionnelle, c'est la formation à la déontologie et puis à l'éthique. Est-ce que vous voulez par là aussi dire que quand un journaliste a généré du contenu et qui n'a pas fourni autant d'efforts autour de ce contenu, il doit faire preuve d'honnêteté intellectuelle en disant que c'est généré par l'intelligence artificielle? Oui, mais vous avez sorti le mot, c'est l'honnêteté. Le journaliste est un agent qui met en forme un message destiné à un public. Ce message est diffusé à travers un canal.
la télévision, la radio, la diffusion en ligne, tout ce que vous voulez. Et il y a un public qui reçoit. Le problème du journaliste, l'éthique lui dit, il faut être honnête avec ton public. Il faut être honnête. Le conseiller a parlé de crédibilité. C'est là où justement tout se joue. C'est-à-dire que si le public est conscient que tel média, tel journaliste, c'est un journaliste rigoureux, le contenu de son information est crédible, écoutez, j'allais dire, on vous suit sans même plus vérifier. Dès lors qu'on sait que c'est diffusé par Vox TV, ah ben tiens, on se dit c'est un média rigoureux, on suit. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, le président Trump est en train d'accuser des grands médias, CNN, Washington Post, de médias de fake news. Vous vous rendez compte? Des médias où il y a des grands professionnels. Et il leur dit non, vous diffusez des fake news. Et c'est pas normal. Le journaliste demeure honnête par rapport à son public. Donc, ce sont les mots-clés. Monsieur le conseiller, pendant que nous parlons de l'intelligence artificielle, alors est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment on peut lutter contre la désinformation parce que ça court tellement sur la toile, ça court tellement avec tous les outils que aujourd'hui, non seulement que le citoyen lambda devient aussi journaliste, on se rend compte que même les journalistes se trompent aussi face à l'afflux de l'information. Comment détecter une fake news? Comment lutter contre la désinformation dans ce contexte? Vous savez, quand il y a eu la guerre en Ukraine a commencé, on a d'abord parlé d'une cyberguerre. C'est-à-dire que les gens ont commencé déjà par désinformation. Et donc, quand on désinforme, pour donner une bonne information, il faut donner, pour combattre un fake news, il faut donner la bonne information. Déjà. Avant de l'identifier. Donc, il faut avoir un dispositif qui vous donne la bonne information. Donc, déjà, je pense que, comme je disais tout à l'heure, la désinformation et la manipulation de l'information n'est pas née avec l'IA. C'est une culture qui existe auprès de certains journalistes et médias depuis bien longtemps. Et on a qui en ont fait une arme économique. Maintenant, l'IA, aujourd'hui, forcément, ils utilisent maintenant l'IA pour accentuer la situation, pour créer des fake news, pour dire cette information, je la crée. Vous allez voir, il y a beaucoup de graphes d'images, de vidéos générées par l'IA avec un sens donné par le journaliste. Donc, il faut pas faire de l'IA, faut pas déshumaniser le métier de journaliste avec l'IA. Ça, c'est, comme le disait le Haut Conseil, c'est on va dire, c'est la déontologie, c'est l'éthique du métier. Par contre, quand on veut donner une bonne information, on doit avoir les outils aujourd'hui nécessaires. Ce sont des serveurs, ce sont des applications, ce sont des IA qui existent pour pouvoir vérifier l'information. Et la vérification de l'information, c'est d'abord la source. C'est d'abord aussi les textes qui font des comparateurs de textes qui existent. Et moi, je vois sur France Presse qu'il y a beaucoup de formations sur Google, qu'il y a beaucoup de formations dans ce type-là pour aller les identifier. Avec, en fait, vous prenez le même texte, vous mettez dans une IA, il va vous ressortir, comme je disais tout à l'heure, les éléments qu'ils font. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est pas la désinformation, c'est une culture. Je classe l'information, la manipulation, la désinformation, les fake news dans la culture. Maintenant, le métier lui-même, l'IA, en quoi il peut être utile pour le journalisme? Je vous donne un exemple. Les brefs reportages que nous faisons, l'information qu'on donne rapidement. Ben aujourd'hui, au regard de l'affluence, la masse d'informations que vous avez, il sera difficile pour un journaliste, en 1 heure, même de trier toute l'information. Donc, vous ne pouvez plus travailler sans ces outils aussi. J'ai besoin de passer une brève, comment vous appelez ça, une brève? Non, c'est une nouvelle brève. Une nouvelle brève, voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre ce que dit Facebook, Vox, je vais prendre ce que dit Télé-Congo, je vais prendre ce que va dire CNews, je vais savoir qui a la bonne information, parce que je pense que dans votre métier, vous cherchez à donner la bonne information et très vite. Oui. Ben, aujourd'hui, vous ne pouvez plus, avec déjà le nombre de médias qu'on a sur les bouquets, le faire sans outils numériques, technologiques. Et les meilleurs outils sont les outils, aujourd'hui, IA. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter. Il faut il faut travailler avec. Parce que derrière, qu'est-ce que fait l'IA? Il va apprendre votre méthode de travail. On a l'obligation aujourd'hui de s'adapter à ces outils-là. Et on ne demande pas aux gens de devenir des experts en informatique. On ne demande pas aux gens de créer des algorithmes ou d'avoir des calculateurs. On n'en a même pas un ou deux en Afrique. Les gros calculateurs, on a peut-être 2 ou 3 en Afrique et on n'en a pas, même pas en Afrique
Même chez nous, on n'a pas du tout. Mais non, la vraie question, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est comment on gère cette donnée, comment on la crée, comment on l'encadre pour que cette donnée soit utile. Ça, c'est le rôle du journaliste. On se rend compte qu'avec la prolifération des informations sur la toile, sur les réseaux, tout le monde devient informateur, tout le monde devient journaliste. Et comment faire aujourd'hui avec l'IA? Bon, il n'y a pas que l'IA. Moi, je pense qu'il faut que, d'ailleurs, l'autorité de régulation puisse encadrer les formations. Je pense aussi qu'il faut très tôt insérer dans les programmes universitaires scolaires pour les métiers de communication une dimension technologique, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez plus faire votre métier sans utiliser ces outils, ces applications et aussi ces nouveaux équipements qui sont très performants. Et d'ailleurs, après, les formations, on en trouve, c'est un peu le problème de partout. Tout le monde est formateur quand il a un petit savoir. Okay. Il faut aujourd'hui encadrer la formation, surtout celle-là, dans la gestion de l'information. Et je dis, c'est un danger d'avoir des autodidactes laissés à l'abandon, en train de former surtout pour les technologies. Puis l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que c'est des technologies qui sont tellement progressives. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 2-3 ans, on parlait de métaverse, on parlait d'une immersion totale dans un monde virtuel. On est passé à l'IA. Mais juste avant, on parlait du Web 3.0, la prolifération des réseaux sociaux, des applications de communication instantanée. Donc, vous voyez, ça va très vite. Demain, on ne sait pas ce qu'on va nous sortir. Peut-être il y a des écrans sans support physique. Et donc, où on va, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ce sera ma conclusion. Aujourd'hui, un des points importants de l'IA, c'est l'incertitude. On ne sait pas jusqu'où on va aller. On ne sait pas si demain je vais parler avec vous comme un robot, mais j'ai du mal à croire. Je vais parler avec vous comme si je vais parler à un robot, de vous parler à vous en présentiel. Et le progrès que nous connaissons ces quelques dernières années en termes de technologie, en termes de pensée, en termes de vraiment d'algorithmes, de structuration est tellement important que l'incertitude, le fait de savoir que sera demain avec une telle progression de la technologie est un point d'attention. Et vous savez que là, juste à côté de nous, il y a un pays voisin qui a aujourd'hui un Internet qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois. Un Internet que vous pouvez trouver partout, par satellite, à tout moment, au même niveau que l'Internet en fibre optique. Donc, vous voyez, ça va tellement vite que je pense qu'il y a des points d'attention. Les régulateurs, les institutions, le gouvernement, l'administration publique doivent vraiment veiller et mettre les moyens pour la formation. Il faut vraiment mettre les moyens pour la formation et l'information. L'incertitude est bien nourrie, même du côté des experts, certainement. Oui, au niveau du conseil, bon, il y a une distinction à faire. La régulation, en fait, concerne la communication de presse. Donc, la régulation, c'est le travail, c'est par rapport aux médias, c'est par rapport aux journalistes. Maintenant, avec tous ces outils-là, les réseaux sociaux, l'IA, il y a des citoyens qui accomplissent des actes de communication, d'information du public sur ce qui se passe et tout. Bon, on n'a pas tellement la main sur eux parce que ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des citoyens et à leur niveau, quand il y a un problème, c'est directement la justice. Donc, c'est directement la justice. Si vous diffamez quelqu'un à partir de votre page Facebook, par exemple, ou un reportage que vous avez diffusé à travers YouTube, si vous êtes identifié, c'est la justice, la plainte va être directement adressée à la justice. Alors, quand ça concerne les journalistes, même s'il a diffusé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, la plainte va être adressée au Conseil supérieur de la liberté de communication parce que c'est le conseil qui régule le travail des journalistes. Maintenant, on va dire, oui, il faut aussi que l'institution soit équipée. On est en train de parler là, justement, des applications qui sont hyper développées. Si vous n'avez pas les équipements qui vont avec pour pouvoir faire le travail de régulation, c'est difficile. Donc, en tout cas, ce qu'on est en train de souhaiter, c'est de faire que l'institution Conseil supérieur de la liberté de communication, pour bien prendre la maîtrise, évidemment, de tous les canaux de diffusion de la communication, il faut qu'elle soit dotée de ce qu'on appelle un service de monitoring, donc un service techniquement équipé pour pouvoir
suivre toutes les communications, que ce soit dans les réseaux sociaux, Internet ou à travers les médias classiques. Voilà, c'est par ces mots du haut conseiller au Conseil supérieur de la liberté de communication, M. Joachim Banza, que nous mettons un terme à ce plateau spécial où on recevait également M. Luc Missindi-Bazi, promoteur du salon Osiane, qui se tient d'ailleurs du 13 au 16 mai au Palais des Congrès. Et vous êtes invité puisque on parlera beaucoup de l'IA. Et je pense que même pour les entreprises et pour les utilisateurs des solutions informatiques, ça sera l'occasion de voir ce que l'IA peut faire dans nos vies, dans nos entreprises, et aussi qu'est-ce qui pourrait nous arriver demain si on continue dans cette dynamique. C'est la fin de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Vox TV, le Congo vu de l'intérieur.